Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Alors quand on pense à la science-fiction, les premières choses qui viennent généralement à l'esprit, ce sont les aliens, les robots et les vaisseaux spatiaux. C'est un peu la sacro-sainte triade de la science-fiction bien geek notamment. Et bon, on a déjà parlé d'aliens, de robots dans ce podcast, mais on ne s'est pas encore bien penché sur le vaisseau spatial qui, il est vrai, est un mastodonte dans l'imaginaire, dans l'univers de la science-fiction. Et on dirait pas comme ça, je m'y attendais pas du tout, mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire sur le vaisseau spatial. Après, en vrai, c'est pas étonnant, hein, c'est un emblème qui est né avec la SF, donc bon, la SF, elle se fait un petit peu vieille maintenant, donc forcément, il y a plein de choses à dire dessus. Alors sachez tout d'abord que en écrivant cet épisode, j'ai découvert que le culte d'Apophis, qui est un peu le site de référence pour les lecteurs et les lectrices de l'imaginaire, que ce soit en fantasy et en SF, si vous connaissez pas, je vous recommande vivement de checker son blog. Donc que le culte d'Apophis a écrit plusieurs articles sur l'objet emblématique du vaisseau spatial dans la science-fiction. Alors évidemment, ça a été une grande source d'inspiration pour cet épisode et évidemment tout est en description. Et je me suis aussi pas mal appuyée sur un travail universitaire en sciences informatiques sur le design des vaisseaux spatiaux que je mets aussi en description parce qu'on va voir qu'on va parler un petit peu plus d'esthétique dans ce premier épisode. Vous vous en doutez, de par le format de ce podcast dénué d'images et de représentations graphiques et compte tenu du sujet de cet épisode, je vais très souvent faire appel à votre imagination. Je suis désolée, mais je suis certaine que vous avez une imagination débordante et une mémoire infaillible et que votre esprit accompagnera ce podcast avec de très belles images de vaisseaux spatiaux. Et en vrai, c'est un bon exercice de mémorisation et de projection mentale que je vous fais faire en soi. Alors sachez qu'en écrivant cet épisode, j'ai essayé de me mettre à votre place. Genre j'ai essayé de chercher le moins possible des images pour confirmer ce que je pensais. Donc bref, vous êtes prévenus et évidemment que je vais citer beaucoup d'œuvres audiovisuelles ou graphiques dans cet épisode. Je sais pas d'ailleurs s'il y aura encore 2 ou 3 épisodes, mais dans celui-là, comme je disais, on va forcément parler de la première chose qui caractérise les vaisseaux spatiaux, c'est leur esthétique, élément inhérent à celle de la science-fiction, à l'esthétique science-fictionnelle. Donc on va voir comment elle évolue au fil du temps et qu'est-ce qu'elle révèle sur ces engins emblématiques. Alors le mot vaisseau, ça vient du latin qui veut dire petit vase et c'est le synonyme de navire. Et oui, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'univers des vaisseaux spatiaux est très analogue à l'univers de la navigation maritime. Peut-être parce que les vaisseaux marins et les vaisseaux spatiaux ont pour but commun d'explorer des univers inconnus qui sont l'océan et l'espace. Le lexique naval se retrouve aussi bien dans les titres hiérarchiques, comme on pense toutes et tous à des capitaines, capitaine Kirk, le commandant Spock, le capitaine du Nexus 6, la capitaine Marion du Galactic Book Club, on en connaît plein. Donc aussi bien dans les titres hiérarchiques que dans le classement des vaisseaux. Là on peut parler encore de flotte galactique, de cuirassés, de corvettes, mais aussi de vaisseaux croisières, bref. Et on retrouve aussi les ports spatiaux. Moi, je pense toujours à Crescentia. Alors, je sais jamais si c'est dit Crescentia, je sais plus. En gros, c'est le spatioport dans la planète au trésor qui ressemble à un croissant de lune et que je trouve magnifique à chaque fois. Mais je ne sais pas comment il se prononce réellement. Bref. Donc même si le but initial du vaisseau spatial c'est l'exploration, on voit que le lexique militaire est quand même très marqué. Mais comme je disais, je pense que c'est parce que ça reflète l'histoire des expéditions maritimes et même si leur but c'était l'exploration, elles étaient tout de même souvent sous des impératifs militaires ou coloniaux. Donc c'est pas étonnant. Si le vaisseau spatial il a été pensé comme un moyen de locomotion dans la science-fiction, notamment entre la Terre et la Lune, comme par exemple on a un exemple dans De la Terre à la Lune de Jules Verne où le vaisseau spatial permet d'aller d'un point A, la Terre, à un point B, la Lune, mais je sais, je vous épate en fait avec ce podcast, il a quand même été très vite fantasmé après comme un outil de conquête de l'inconnu, un parallèle direct donc avec les navires d'exploration des siècles passés, comme je le disais. C'est-à-dire que là, on part d'un point A pour aller à un point, on ne sait pas où, puisque c'est juste la conquête de l'inconnu. Les tout premiers vaisseaux spatiaux étaient surtout des capsules ou des fusées à poudre plutôt simplistes, comme on peut le voir sur les couvertures du livre De la Terre à la Lune de Jules Verne, justement. Et comme elles étaient aussi imaginées beaucoup plus tôt au XVIIe siècle par Cyrano de Bergerac, par exemple.
Ces premières représentations sont inscrites dans l'optimisme technologique aussi du 19e siècle, où les personnes étaient persuadées que la technologie et le progrès scientifique allaient ouvrir de nouvelles frontières, y compris celle de l'exploration spatiale. Cet optimiste n'a fait qu'accroître l'aspect aventurier et héroïque du vaisseau spatial qui dominait toutes les lois de la nature jusqu'à atteindre un nouveau point culminant durant l'âge d'or de la science-fiction, donc entre les années 1930 et 1950, autrement dit au tout début des premiers essais aéronautiques et astronautiques. Faut se dire qu'à cette époque, Sputnik 1 n'avait toujours pas été envoyé dans l'espace. Durant cette période, dans la science-fiction, les vaisseaux sont en réalité plus représentés sous forme de fusées, comme les rocket ships qu'on voit dans Flash Gordon dans les années 30 par exemple. Leur esthétique est toujours teintée de l'influence de Jules Verne avec ses coques rouges et rouillées, boulonnées, ses engrenages visibles avec ses formes victoriennes, etc. C'est notamment avec l'arrivée de Sputnik en 1957 que les vaisseaux spatiaux vont changer d'esthétique dans la science-fiction. C'est là aussi qu'on rentre dans ce qu'on appelle la New Wave Science Fiction des années 60 et 70. Là, le design des vaisseaux est influencé par les progrès aéronautiques de la NASA et la mission Apollo, et évolue donc vers des représentations plus réalistes et fonctionnelles. On peut penser à la plupart des vaisseaux dans Star Trek ou Star Wars. Dans le milieu de la bande dessinée, on peut aussi voir cette même évolution dans Valérian par exemple. Mais l'illustration la plus marquante, c'est sûrement Discovery One dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Attendez, vous pensiez que j'allais vraiment faire un épisode sans citer 2001, mais vous êtes zinzin en fait. Vous pouvez pas me sous-estimer là-dessus. Donc avec 2001, Kubrick veut que Discovery One, le vaisseau dans lequel se passe l'intrigue, soit le plus réaliste possible et qu'il ne ressemble en rien à tous les vaisseaux spatiaux qu'il y a eu dans la SF jusqu'alors. Et pour cause, c'est absolument réussi puisque l'artiste conceptuel aux commandes, Harry Lange, a travaillé pour la NASA, qui ne s'appelait pas encore NASA à l'époque, et ne connaissait rien du tout à la science-fiction. C'était donc le candidat idéal. Je vous renvoie en description à un super article sur le sujet et à une courte vidéo YouTube qui présente les dessins conceptuels d'Harry Lange pour le film, c'est absolument merveilleux. On peut dire que 2001 aura marqué les esprits par son esthétique et marque le début d'une vague où le fonctionnalisme des vaisseaux prime sur leur esthétique. Les designs sont plus basés sur des besoins techniques avec des structures plus complexes. Toujours dans les années 70-80, il y a aussi l'œuvre absolument folle de Vincent Di Fate, qui est représentative de cette nouvelle esthétique. Alors, je dis Vincent Di Fate à l'italienne parce que pour moi ça se dit comme ça, mais je suis vraiment pas sûre que ça se dise comme ça. Bref, par pitié. Par contre, si vous connaissez pas le travail de cet artiste, je vous invite à checker à l'occasion ce qu'il fait. Je suis absolument tarpin fan et il a reçu plusieurs prix Go d'ailleurs, il me semble, pour ses œuvres. Bref, je vous mets son nom en description et allez checker si vous pouvez. Et en parallèle, il faut aussi que je cite toute l'œuvre de Chris Foss, qui avait été notamment embauché par Jodorowsky pour son Dune. Et là, on est vraiment à la fois sur une esthétique des vaisseaux spatiaux très réaliste et en même temps très fantastique, très merveilleuse, très colorée et sans limite, que ce soit dans leur forme ou leur couleur. Encore une fois, on voit à quel point la science-fiction, elle est toujours marquée par son époque, et j'adore, je m'en lasse pas. Malgré tout, ça veut pas dire que l'esthétique rétro-futuriste des vaisseaux spatiaux, style Jules Verne, a disparu. Elle peut parfois être encore assez marquée, et on la retrouve encore dans certaines œuvres, comme dans Futurama avec le Planet Express. Bon, on le voit et tout le monde le sait, l'esthétique des vaisseaux spatiaux, c'est tout un truc. Et c'est ce qui a construit une grande partie de l'imaginaire visuel de la SF, d'où la frustration de ce format de podcast. Bref, c'est parti, on va voir tout ce qui se cache un petit peu plus en détail derrière la conception esthétique des vaisseaux spatiaux dans la SF. Comme on l'a vu avec la figure de l'extraterrestre, le vaisseau spatial, bien qu'il prétende représenter le progrès technologique à son apogée, parvient rarement à s'échapper des représentations du passé. Ce que j'entends par là, c'est que son esthétique repose en grande majorité sur des canons que l'on connaît déjà, quitte à le rendre parfois incohérent et techniquement
non fonctionnels. Et oui, parce que vous l'aviez peut-être déjà deviné, mais il y a beaucoup de vaisseaux spatiaux qui sont techniquement incohérents et inadaptés au voyage spatial. L'exemple le plus flagrant, c'est sûrement l'aspect aérodynamique des vaisseaux spatiaux. L'esthétique aérodynamique, elle passe par des formes lisses et profilées qui sont donc conçues pour réduire la résistance de l'air. En gros, ça permet de minimiser les frottements avec l'air et ça aide les objets comme les avions ou les voitures à aller plus vite. Dans l'espace, on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de résistance. Donc ça n'a aucun sens que les vaisseaux spatiaux aient un aspect aérodynamique. Et pourtant, beaucoup de vaisseaux de science-fiction sont conçus avec ces formes-là parce que notre imagination est influencée par les designs terrestres qu'on connaît comme les avions ou les navettes spatiales. Alors oui, justement, petite parenthèse, la plupart des véhicules spatiaux qu'on envoie de la Terre, donc comme les navettes spatiales, ont cette forme aérodynamique, pas pour l'espace, mais justement pour la traverser dans l'atmosphère terrestre. Là, oui, leur forme profilée est nécessaire pour minimiser les forces de friction. Alors évidemment, peut-être que vous vous êtes déjà fait de la réflexion, mais dans ce cas-là, ça exclut les vaisseaux qui peuvent se déplacer effectivement dans une atmosphère où il y a de l'air. Parce que certes, je ne l'ai pas dit avant, mais s'il y a des vaisseaux spatiaux qui restent exclusivement dans l'espace, il y en a qui peuvent se déplacer dans une atmosphère sur une planète, malgré l'adjectif spatial, du coup, j'y suis pour rien. Mais dans ce cas, si ces véhicules sont faits pour être à la fois dans l'espace et dans une atmosphère, j'imagine que leur aérodynamisme est justifié. Mais c'est très rarement justifié quand même. Parce qu'en fait, on en a plusieurs fois parlé dans ce podcast, mais on revient toujours à la limite de notre imagination et à l'incapacité de s'extraire de nos codes terrestres. Notre expérience quotidienne et notre compréhension intuitive du mouvement sont tellement influencées par les conditions terrestres que ça influence la forme des vaisseaux qu'on conçoit. Et à force, notre cerveau associe ces formes-là à la vitesse et l'efficacité. Et c'est maintenant difficile de déconstruire cet imaginaire-là dans la science-fiction. Mais il n'y a pas que cette incohérence dans l'esthétique des vaisseaux spatiaux, il y en a plein d'autres. Une autre incohérence, et c'est vrai que quand on lit, c'est logique, mais perso, j'avais jamais capté avant. C'est là où on se dit que l'espace, ça fout vraiment en l'air tous nos sens, genre. Et la science-fiction, dans sa grande majorité, n'est tellement pas représentative de l'expérience spatiale réaliste. Genre, autant la SF nous a préparé à pas mal de trucs, autant sur cet aspect-là, avec le voyage spatial, je me dis qu'elle a vraiment implanté dans nos cerveaux des images, des codes et des lois, mais absolument impossibles. Mais bref, de quoi je parle ? Ce truc, c'est que dans l'espace, il n'y a pas de haut, ni de bas, ni de gauche, ni de droite, et ça rend très difficile les réunions tupperware entre divers vaisseaux, comme dans Star Wars. Genre, vous avez toutes et tous en tête ces flottes de dizaines de vaisseaux dans Star Wars qui pointent soit vers la même direction, soit qui se font face, alignés sur le même plan. Apparemment, c'est très peu probable que ça se passe comme ça dans la réalité, en fait, ou du moins c'est extrêmement difficile d'arriver à une telle synchronisation, ou alors faudrait vraiment une intervention délibérée et très cadrée. Mais oui, en fait, comme il n'y a pas de plan ou de repère universel dans le vide spatial, ça serait plus logique que les vaisseaux soient orientés dans toutes sortes de directions différentes. Mais bon, d'un point de vue narratif, ça rendrait les choses beaucoup moins compréhensibles. Alors encore une fois, on fait appel à des notions familières que l'on connaît sur Terre, le haut et le bas, le ciel et la terre, en gros, pour aider les personnes à mieux comprendre les scènes. Mais en soi, apparemment, c'est pas très réaliste. Voilà, perso, j'y avais jamais pensé et c'était vraiment quelque chose d'ancré dans mon imagination, je pense, à cause de Star Wars, j'en suis persuadée. Bref, je sais pas si vous avez déjà pensé, peut-être que oui, je suis la seule à réaliser maintenant et que tout le monde est là derrière. Oui, Clara, en fait, fais un effort. Bref. Alors, c'est pas fini, mais on voit déjà que l'apparence des vaisseaux spatiaux prime sur leur fonction ou leur crédibilité, parce que oui, ça reste de la fiction et que les artistes de science-fiction ne sont pas toutes et tous des ingénieurs en astronautique ou n'ont tout simplement pas le temps, ou aussi parce que la crédibilité n'est tout simplement pas leur but. Et donc, on pourrait dire que les vaisseaux spatiaux s'inscrivent plus dans une illusion de technologie, pour que l'ensemble soit cohérent, réaliste et fonctionnel. Et pour donner cette impression, il y aurait deux manières de le faire. Soit justement en complexifiant l'apparence du vaisseau,
et notamment au travers de ce qu'on appelle l'esthétique Used Future, ou du futur usé, qui est un mouvement esthétique très connu dans la science-fiction. En gros, il se définit par la représentation d'une technologie avancée, mais dans un état délabré ou ancien. Cette esthétique, elle a été très popularisée dans les années 70-80 par des films comme Alien et Star Wars, et dépeint un futur où le matériel est vieux, rouillé et bricolé. C'est une esthétique qu'on retrouve énormément dans le cyberpunk aussi, comme le Blade Runner de 82, Ghost in the Shell, etc. etc. Mais pour rattacher ça aux vaisseaux spatiaux, on peut citer le Nostromo, mais aussi le Faucon Millennium dans Star Wars. Et dans cette esthétique-là, on est plus dans une vision pessimiste du futur où l'usure est romantisée. La deuxième manière de donner cette illusion de technologie, c'est à l'inverse, au travers de ce qu'on appelle le New Future, ou autrement dit un design lisse, brillant, dénué de relief et qui dégage une aura un peu mystique. C'est pas pour rien d'ailleurs que cette esthétique-là, elle peut être parfois reliée aux aliens et aux soucoupes volantes en fait. Ça témoigne même d'une sorte de technologie ultra avancée et incompréhensible pour nous humains. Et je suis sûre, encore une fois, que vous avez plein d'exemples en tête, je suis frustrée, je serais trop curieuse de vous demander là quoi vous pensez. Perso, moi le premier truc qui m'est venu en tête, c'est les vaisseaux extraterrestres dans Premier Contact de Villeneuve. Mais il y a bien sûr des contre-exemples, mais on verra ça plus tard. Ensuite, il y a plein d'autres petits éléments esthétiques et visuels qui permettent de donner une personnalité au vaisseau et qui justement révèlent plein de choses sur lui au-delà de son design. Je sais pas s'il y en a qui vous viennent en tête ou pas. Par exemple, c'est plutôt facile de juger un vaisseau spatial appartenant à des gentils ou des méchants d'un simple coup d'œil, notamment au travers des couleurs. Toutes ces évaluations, elles reposent généralement sur des codes culturels et occidentaux, principalement. Par exemple, comme le noir reflète souvent la malveillance dans les cultures occidentales, les vaisseaux spatiaux qui arborent des couleurs sombres appartiennent très souvent à des ennemis. Bon, le manichéisme de Star Wars nous donne plein d'illustrations, mais je pense aussi d'un coup au vaisseau des Orgons dans Zathura. Est-ce que des gens auront la rêve? Je sais pas, mais je viens de penser aux Orgons dans Zathura, qui a un peu cette vibe aussi, Jules Verne, j'ai l'impression. Bref, à l'inverse, prenons l'exemple de l'USS Enterprise, qui possède des couleurs claires, mais aussi rouges et bleues, aka les couleurs des États-Unis d'Amérique, et donc associées forcément au bien, au patriotisme, à la liberté et la justice. Mais la flotte rebelle dans Star Wars, elle est aussi cafie de ces exemples-là. Un autre aspect visuel qui peut révéler la dangerosité d'un vaisseau spatial, c'est leur forme. Par exemple, les vaisseaux aux formes tranchantes sont souvent perçus comme plus agressifs. Et il y a même des études qui le montrent en fait. Dans une expérience de 1957, des chercheurs ont présenté à des participants une image radar avec deux groupes d'avions, l'un représenté par des cercles et l'autre par des triangles. Et presque tout le monde a désigné les triangles comme étant les agresseurs. Il y a une autre étude en 2003 dans laquelle on a montré à des participants un simple dessin d'une maison et d'arbres. Alors au début, les gens associaient la maison à la sécurité, mais quand les chercheurs ont modifié le dessin pour rendre la maison avec des lignes plus anguleuses et déchiquetées, la plupart des gens ont préféré les arbres pour se sentir en sécurité. Et donc ces expériences, elles montrent que notre cerveau associe les formes pointues à la menace, même pour des objets qui ne sont pas censés être dangereux. Alors dans la science-fiction, un vaisseau aux lignes tranchantes va tout de suite nous faire penser à un ennemi ou à un danger, alors qu'un vaisseau aux formes arrondies nous semblera plus inoffensif. Il y aurait aussi plusieurs combinaisons d'éléments visuels qui peuvent révéler si un vaisseau est d'origine extraterrestre ou humaine. Notamment, les vaisseaux aliens seraient plus souvent organiques, informes et avec beaucoup de couleurs différentes. Et l'univers de science-fiction dans lequel il y a le plus ce type de vaisseau, c'est sûrement dans Babylon 5. La plupart des vaisseaux ont des formes très organiques, c'est même parfois dans leur nom, genre comme le Battle Crab, le crabe de combat. Bon, pour le coup, lui, il est pas du tout coloré, il est même tout noir et avec plein de pics, mais justement parce que c'est des méchants. Et en fait, ouais, encore une fois, bon, c'est pas anodin, mais l'aspect organique est très souvent lié à la mer. Dans Babylon 5, les vaisseaux organiques ont des formes de poissons, de méduses, et on peut retrouver aussi les vaisseaux des moissonneurs dans Mass Effect qui ont parfois une forme de pieuvre. Mais pour le coup, là, j'ai quand même trouvé pas mal de contre-exemples. Genre, ce type d'esthétique colorée et plus fantasque n'est pas réservé qu'aux aliens.
Le vaisseau des ingénieurs dans Prometheus, le Juggernaut, qu'on retrouve sur les planètes LV-223 et LV-426, n'a pas du tout cette vibe colorée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué en fait aussi que les soucoupes volantes, notamment dans les films d'invasion extraterrestre, ne cochent pas généralement ces cases-là. Genre dans Independence Day ou District 9, en fait les vaisseaux ont cet aspect gris, terne, complexe et usé, et on est loin du truc coloré, organique et informe. Et pour le coup, les exemples que je viens de citer là, ils s'inscrivent plus dans le Used Future que le New Future, et ils ont plus cet aspect complexe et bricolé que très brillant, plein de couleurs et mystique. Le vaisseau qui cocherait le plus cette case avec les couleurs, etc., c'est sûrement la soucoupe volante dans Rencontre du troisième type. Et si vous avez vu le film, vous savez à quoi je fais référence. Mais pour le coup, j'ai l'impression que les vaisseaux aliens sont tout aussi divers et variés que ceux des vaisseaux d'origine humaine. Et ça s'explique sûrement par le fait que la technologie alien est elle aussi anthropomorphisée et ne différerait donc pas trop de celle des humains. Et enfin, l'esthétique, elle peut révéler les intentions et les fonctions d'un vaisseau rien que visuellement. Donc, par exemple, les cockpits et les ailes donnent non seulement une indication sur leur direction dans l'espace, mais aussi sur leur taille, leur échelle. On y reviendra dans un autre épisode quand on parlera des mégastructures spatiales, mais les grands vaisseaux ont rarement des vitres, des fenêtres ou des ailes. Les ailes, c'est très souvent lié aux petits vaisseaux mobiles et rapides, manœuvrables, et qui sont d'ailleurs plus souvent aérodynamiques. Cet indice visuel-là, il peut justement avoir son importance dans un environnement où l'échelle des grandeurs est tellement démesurée qu'il faut qu'on se raccroche à certains indices pour deviner leur taille. Et leur taille, quant à elle, va donner une indication sur leur fonction. Les grands vaisseaux, peu manœuvrables, auront plus des rôles stationnaires et donc auront des rôles de QG par exemple, ou alors sont en cours d'un très long voyage spatial qui transporte beaucoup d'humains comme les arches, on y reviendra dans le prochain épisode. Les petits vaisseaux, quant à eux, plus manœuvrables, seront surtout utilisés pour des voyages ou des transports rapides ou pour des missions d'espionnage, d'infiltration militaire, etc. Évidemment, il y a aussi la présence visuelle d'armes. Les vaisseaux dits civils ont très rarement un système d'armement visible, contrairement aux vaisseaux de guerre, logique. Et enfin, les systèmes visibles de propulsion sont aussi révélateurs des fonctions d'un vaisseau. Les vaisseaux avec un grand système de propulsion visible auront souvent tendance à être des vaisseaux de croisière ou de long voyage, d'exode, de transportation ou d'exploration, destinés à effectuer un long voyage et de ne peut-être jamais revenir en arrière. Bref, je trouve ça fou de voir à quel point, d'un simple coup d'œil, on peut inférer l'origine, les intentions, l'utilité, les propriétaires d'un vaisseau spatial et en fait sa personnalité quoi. Mais c'est vraiment fait de manière non consciente en fait, j'avais jamais capté à quel point, mais il suffit de traiter de manière morcelée ou non ces quelques indices qu'on vient de mentionner pour inférer tout ça d'un vaisseau spatial. Et aussi, c'est fou de voir à quel point la plupart des aspects esthétiques sont révélateurs de nos biais. Pour ce qui est du cas des vaisseaux aliens, notamment, on a déjà soulevé cette incohérence dans l'épisode sur leur anthropomorphisation, mais la plupart des vaisseaux aliens sont tellement empreints de codes humains et terrestres. Parfois, on a l'impression que les vaisseaux aliens sont littéralement faits et pensés pour les humains, quoi. Genre que les humains peuvent s'approprier un appareil hors de leur monde comme ça, de manière ultra intuitive. C'est la facilité scénaristique. Et moi, le film qui me rend le plus ouf pour ça, c'est Independence Day 2. Genre, les humains sont dans le vaisseau QG des aliens, là. Déjà, les aliens, ils sont dans une sorte de salle de contrôle en mode NASA, tout va bien. Et ces fous d'humains, là, ils volent des vaisseaux aliens qui ont un petit siège et tout, pépouze, des manettes, des tableaux graphiques. Enfin, par pitié, quoi. En fait, qui a validé ça? Désolée, enfin, je sais que ça permet d'éviter des obstacles inutiles à l'action, mais il y a des limites. Bon, après, je pense que j'ai vraiment pris un exemple facile sur lequel on peut facilement se défouler. Mais voilà, tout ça pour dire que notre imagination, encore une fois, elle est très limitée pour concevoir et créer des vaisseaux spatiaux en dehors de nos repères terrestres et anthropomorphiques. Mais pour plus de détails, je vous renvoie vraiment à l'épisode qu'on a fait là-dessus. Bref, ce petit détour autour de l'esthétique des vaisseaux spatiaux m'a permis d'interroger un peu mes propres attentes visuelles quand on me présente ce type d'objet dans la SF. Un autre point clé, c'est
quelle place donner au réalisme des vaisseaux spatiaux? Car certes, quand ils ont été pensés et imaginés les premières fois dans la science-fiction, on n'avait pas encore toutes ces connaissances sur l'espace et l'astronautique, ce qui a fait que le vaisseau spatial est ancré dans des codes absurdes qui le rendent obsolète la plupart des cas. On l'a vu avec son aspect aérodynamique, mais aussi avec leur positionnement comme s'il y avait un haut et un bas dans l'espace. Alors même si les vaisseaux spatiaux sont en général de plus en plus réalistes dans la science-fiction, en fait, on voit quand même que la SF, elle persiste à adopter ces représentations irréalistes, même avec nos connaissances scientifiques actuelles. Mais se soumettre à ces connaissances, ça serait quelque part s'affranchir de tout un imaginaire sacré du vaisseau spatial avec lequel on a grandi. Enfin, je sais pas, mais que serait un X-Wing sans tout son aspect aérodynamique ? Autre chose, si le vaisseau spatial s'est autant complexifié au fil du temps, c'est peut-être pas tant dû au fait qu'on avait de meilleures connaissances en astronautique, parce qu'on voit malgré tout que certains vaisseaux restent obsolètes, mais c'est aussi dû à l'avancée folle de l'infographie et des images numériques qui ont élevé nos attentes sur le photoréalisme des vaisseaux spatiaux. Avec les outils actuels, les designs peuvent être extrêmement détaillés et réalistes. Mais en fait, nos attentes, elles correspondent plus à un faux réalisme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si on avait vraiment appliqué le mot science dans science-fiction sur les vaisseaux spatiaux, ils auraient pas eu l'aura qu'on connaît aujourd'hui. Un vrai vaisseau spatial conçu strictement selon les règles de la physique et de l'astronautique, style NASA ou SpaceX, serait peut-être moins intéressant visuellement. En fait, je pense que ça dépend aussi du récit et de la temporalité. Genre, si l'histoire se passe dans 30, 50 ou 100 ans, il y a encore beaucoup de chances qu'on ait des vaisseaux spatiaux style NASA ou SpaceX. Par contre, c'est sûr que dans un space opéra, on préfère des vaisseaux qui défient les lois de la physique, pourquoi pas, qui sont plus impressionnants et qui ont une aura visuel et qui ferait que le dépaysement ou l'effet d'évasion serait plus puissant. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais en somme, la complexification des vaisseaux spatiaux est selon moi en partie due, certes, à l'évolution technologique, mais elle répond aussi à une demande esthétique et narrative, toujours dans cette idée d'illusion technologique. Et d'où ma question à laquelle je n'ai pas de réponse. Quid du réalisme des vaisseaux spatiaux dans la SF? J'ai quand même l'impression, je sais pas où, c'est peut-être trop tôt pour le dire parce qu'on est peut-être en plein dedans, mais j'ai quand même l'impression que la SF, elle s'attache à représenter des vaisseaux spatiaux de plus en plus réalistes, avec des besoins technologiques cohérents, mais que ce soit sur un plan donc vraiment fonctionnel et mécanique, mais aussi sur le plan vraiment esthétique avec les images de synthèse notamment. Bref, ça demande sûrement carrément plus de réflexion, mais voilà, je serais grave contente et curieuse de poursuivre ce questionnement avec vous si jamais vous êtes intéressés. Donc dans cet épisode, on a surtout parlé de l'esthétique des vaisseaux spatiaux, et dans le prochain épisode, on va ensuite aborder les différentes fonctions que peuvent avoir un vaisseau. Et on va aussi parler de mégastructures spatiales qui me fascinent, comme par exemple les vaisseaux-villes. Et si on a le temps, j'aimerais bien aussi qu'on aborde ce qui me semble être une déglorification des vaisseaux spatiaux actuellement, qui peut être potentiellement liée à la déglorification de l'exploration spatiale. Bref, je vais pas trop m'étendre, je vous garde tout ça pour la suite. J'espère que ce petit épisode, un peu d'introduction sur les vaisseaux spatiaux, vous aura plu. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.